Mardi 26 janvier 2021. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir encore choisis à l'heure de cette émission d'information. Nous allons débattre de l'actualité ce jour avec le directeur de publication du journal Vision d'Afrique, Adam Adjouronou. Adam, bonjour. Bonjour Anita, bonjour téléspectateurs, sans oublier les téléspectatrices. Et le directeur de publication du journal Togo Réveil et également le patron du kiosque des produits togolais, Germain Pouli. Germain, bonjour. Bonjour Anita, bonjour Adam, bonjour à tous les téléspectateurs. Et les préparatifs pour la réouverture du kiosque, ça se passe bien? Ils vont bon train, c'est fatigant mais ça avance. Hier on a travaillé toute la journée. Aujourd'hui, on va continuer. Je pense que d'ici vendredi, le kiosque sera opérationnel et on va reprendre nos activités. Alors, avis aux producteurs togolais qui n'ont pas encore leurs produits au kiosque. Des produits togolais, eh bien, nous allons démarrer avec les informations sur le coronavirus. Au lendemain des fêtes de fin d'année, les chiffres ont grimpé dans certaines localités. Je veux parler, bien sûr, du nombre de cas testés positifs au coronavirus. Nous avons le Grand Thône, Kara et le Grand Lomé, ce qui amène le gouvernement à renforcer les mesures restrictives, même si Kara et Lomé, le Grand Lomé, les décisions n'ont pas encore été prises. Dans le Grand Thône, il y a le couvre-feu et le bouclage de ce milieu-là. Adam, dites-moi, est-ce que nous retournons à la case départ? On se souvient, en mars-avril, couvre-feu, bouclage des villes et autres, là, fermeture de bars, lieux de loisirs. Oui, parler de cas de départ, je pense qu'on en est plus que là, parce que vous savez, au début de cette pandémie, étant donné qu'on était dans un environnement où on ne maîtrisait pas du tout le virus, il était opportun de prendre cette disposition assez restrictive pour réellement donc savoir de quoi il est question, de circoncire donc les vies. C'est ce qui avait amené entre-temps, puisqu'on n'était pas encore dans une position assez alarmante comme ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais cette résurgence que nous connaissons ces derniers temps ne sont pas fondamentalement particulières au Togo. On l'a constaté avec surtout cette nouvelle variante. Moi, j'écoutais aujourd'hui les informations au niveau de RFI qui disait en réalité, avec cette nouvelle variante, d'ailleurs même où l'un des pays africains a été l'un des premiers à pouvoir donc faire découvrir carrément ça a affecté, je parle de l'Afrique du Sud, ça a mené, ou du moins, vous savez, lorsqu'on circoncit un peu ce virus, on a toujours tendance à dire que l'Afrique a été relativement épargnée, mais aujourd'hui on n'en est plus là, et donc c'est le moment plus que jamais que le gouvernement puisse prendre des mesures assez restrictives pour amener la population à pouvoir donc se renouer avec ces règles d'antan qui ont commencé par perdre un peu les habitudes. Moi, je le dis, vous savez, d'habitude, avant d'aborder cette question, j'ai toujours l'habitude de féliciter d'abord cette population-là. C'est pas facile. Quoi qu'on dise, c'est vrai qu'il y a eu relâchement, on continuera pas à le dire, mais ça n'a pas toujours été facile, mais on a constaté qu'il y avait eu une adhésion massive de la population à ces règles-là édictées. Et quand bien même que cela n'était pas de l'habitude des Togolais, ils ont quand même respecté. Donc c'est le moment, plus que jamais, de toujours donc, continuer par rappeler la population à respecter toujours ces mesures-là pour éviter l'hécatombe ou le pire. Parce que comme je le disais tantôt, avec cette nouvelle variante, l'Afrique semble ne plus être ce continent-là qui a été longtemps épargné par... Mais quand on voit un peu les décès en Afrique, c'est pas aussi élevé que ce que nous avons vu dans les pays occidentaux. Oui, pas du tout. C'est ce qui fait dire à certains, ou carrément qui renforce un peu, disons, cette manière de relativiser entièrement donc, ce virus-là, qui est une mauvaise chose d'ailleurs même au niveau de la population. Mais ce relâchement n'est pas seulement au niveau de la population. Vous allez constater même qu'au niveau même de cette approche-là de sensibilisation, l'approche pédagogique qui a prévalu au début de cette pandémie-là, a eu également des relâchements. Donc moi, je me dis, c'est tout le mécanisme qu'il faut actuellement huiler pour éviter fondamentalement ce qu'on se retrouve dans une sphère comme ce qu'on a constaté avec les pays du Nord. Donc pour l'éviter, c'est le lieu de rappeler la population à toujours renouer avec ces mesures-là pour éviter éventuellement qu'on aille donc, au bouclage des villes, qu'on aille à des méthodes fortes. C'est vrai que le gouvernement a opté pour des mesures adaptées jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est ce qui fait d'ailleurs même les jeunes du Togo. On n'est pas, jusqu'alors, on n'a pas allé dans un confinement généralisé. Il y a eu des bouclages
bouclage où systématiquement on passe tout le monde, disons, on fait les tests pour réellement savoir ceux qui sont infectés, les prendre en compte. Donc je pense que cette approche-là doit toujours continuer à prévaloir et inviter la population à renouer donc avec ces mesures que nous tendons à pouvoir donc négliger ou à pouvoir perdre de vue. Voilà, Germain, entre-temps, on nous avait dit d'apprendre à vivre avec ce virus. Aujourd'hui, nous avons dépassé le seuil des 70 décès. Nous sommes à 75 décès. Et voilà, mais tout n'est pas encore revenu à la norme. Est-ce que le pire reste à venir? Parce que les frontières terrestres sont jusqu'alors encore fermées. Oui, le pire Les reste à regroupements de venir. personnes Voilà. toujours limités. C'est un peu difficile de répondre à cette question. Est-ce que le pire va venir? Mais je crois que, comme Madame le disait, en Occident, on arrive à une deuxième vague plus meurtrière que la précédente. Et une autre variante également. Voilà, et on peut craindre que le pire est devant nous. Mais en même temps, nous, ici en Afrique, on a quand même des raisons d'espérer. Si pratiquement 10 mois après le début de la pandémie, dans notre pays, on en est qu'à ce nombre-là que vous venez de citer, je ne dirais pas que c'est peu, parce que c'est également des vies qui sont parties, c'est important comme dégâts, mais en même temps, on pourrait quand même féliciter les autorités, féliciter l'ensemble de la population pour avoir pris les bonnes décisions, adopté les bonnes habitudes et qui ont permis de freiner, parce que ce n'est pas ce que on aurait pu assister au pire dans nos pays. Mais en même temps, il faut être toujours vigilant et comprendre que c'est une pandémie qui n'est pas du tout maîtrisée, parce qu'on semblait la maîtriser. Et quand la variante est sortie, il faut encore des études, il faut se chercher pour se retrouver et donc trouver une issue. On ne sait plus encore si après cette variante, il y aura une autre mutation donc, du virus, mais en même temps, il y a aussi cet espoir au niveau du vaccin. Ça mettra du temps pour couvrir une bonne partie de la population, mais ça va beaucoup aider à freiner. Donc l'espoir est là à ces deux niveaux. Déjà la poursuite de ce que nous savons et que nous devons faire, qui est le respect des gestes barrières, mais cet espoir-là au niveau du vaccin qui va protéger progressivement une partie de la population et donc limiter l'invasion de ce virus-là. Maintenant, d'ici quand... Mais sans oublier que de l'autre côté, il y a des gens qui font une contre-publicité à ce vaccin-là. C'est vrai, le ministre a rassuré la population. Oui, non, je crois que le vaccin, c'est un débat un peu compliqué. D'abord, on a présenté ce vaccin comme un vaccin qu'on devrait tester sur l'Afrique comme des cobayes, alors que le virus était beaucoup plus présent en Occident. Et ça a fait que, globalement, en Afrique, il y a une grande réticence, selon certains sondages dans les pays africains. Il y a près de 60% des Africains qui ne veulent pas entendre parler de ce vaccin. Mais après, qu'il y ait donc déjà cette période d'expérimentation qui se fait en Occident. Aujourd'hui, les cobayes, ce n'est plus en Afrique, c'est déjà là-bas. Et donc, il y a des raisons de rassurer les populations. Et puis, même quand ce vaccin viendra être inoculé donc, aux populations, ça va commencer par le personnel médical. Donc, si le vaccin est mauvais, je ne pense pas que ceux-là qui sont mieux informés, qui sont les praticiens donc, au niveau de la santé, accepteront d'être les premiers à être vaccinés. Donc ça va être comme ça d'abord. Et je pense qu'à cette étape-là, les réticentes vont s'estomper un peu. Les gens comprendront mieux que c'est une arme de prévention, comme tous les autres vaccins qui ont cours, dont certains sont aujourd'hui gratuits, surtout au niveau des enfants. Et donc on comprendra. Je crois que quand le vaccin viendra, on compte aussi sur ce gouvernement pour sensibiliser les populations afin que cette
étape-là aussi se déroule très bien. Eh bien, parlons toujours du pire qu'il faut craindre. Lors de la conférence de la dernière fois, le coordonnateur du comité de riposte contre cette maladie a dit ceci, il y a un relâchement observé au niveau, dans les mesures barrières, au niveau des bars et des lieux de culte. Mais il faut nous dire que tous les lieux de culte ne sont pas encore ouverts. Hein. Nous devons vivre avec ce virus, mais si nous ne respectons pas les mesures barrières. Non, vous savez, le constat est généralement partagé. Hein. Je pense que je l'abordais tantôt en parlant donc de ce relâchement. Pendant les périodes de fête, les bars étaient un peu fermés. Hein. Oui, puis cela, il y avait donc la mesure carrément lorsque nous prenons la force anti-pandémie qui était très active et qui veillait au grain à ce que les bars ne soient pas, disons, très saturés. C'est vrai qu'il y a eu là également, on ne peut pas dire que l'efficacité n'était pas fondamentalement au rendez-vous, mais on a vu l'approche précautionneuse donc adoptée par cette force pandémique qui a fait que les gens ne sont pas donc à laisser aller et également donc il y avait aussi, disons, cette mesure restée dissuasive qui a donc permis à ce qu'on n'en arrive pas là. Mais actuellement, comme je le disais, le relâchement il est total hein, et à tout point de vue et à tout niveau également. Parce que lorsqu'on dit aujourd'hui que les lieux de culte ne sont pas entièrement ouverts, il faut aussi le relativiser parce que vous allez constater également qu'actuellement, il y en a, quand bien même qu'ils ne sont pas autorisés, qui essaient également d'ouvrir des lieux de culte parce que lorsque vous prenez surtout le Grand Lomé actuellement, lorsque vous faites un tour dans les quartiers, surtout les dimanches, vous allez constater qu'il y avait des églises qui étaient donc restées fermées. Il n'y a eu aucun communiqué qui autorise en fait l'ouverture donc, de ces églises-là. Des fois, ils n'ouvrent pas la porte, vous entendez les bruits dedans, oui. Mais la porte reste fermée. Oui, focaliser l'attention seulement sur ce genre d'aspect serait quand même aussi trop dit. Lorsque vous prenez d'abord dans notre environnement, dans nos maisons également, vous allez là, je pense que pour des questions de droits de l'homme et des libertés individuelles, l'autorité ou carrément les forces mises en place n'ont pas ce droit-là de pouvoir donc rentrer dans les maisons. Et lorsque vous constatez, c'est pire. Hein, c'est pourquoi moi je suis un peu contre lorsqu'on focalise l'attention sur les églises. Vous allez dans les maisons, ce que vous voyez, vraiment, c'est réellement pire. C'est pourquoi moi je dis... Dans les maisons, il n'y a pas assez de personnes. Non, il y en a parce que les gens, moi j'ai vu la fois dernière, je sortais, il y avait un mariage musulman. Lorsque vous voyez, c'était pratiquement plus qu'une église. Donc là, ce n'est plus, c'est cette prise de conscience-là qui a été donc relâchée. C'est pourquoi moi je me dis, c'est vrai que la méthode forte, elle est très importante, mais au-delà de ça également, continuer par sensibiliser, faire prévaloir surtout l'approche pédagogique qui a toujours prévalu, surtout en fin d'année. C'est vrai qu'il y avait ces mesures dissuasives qui ne permettent pas de le faire, mais il y avait aussi une force d'attente qui permettait, que ce soit en voiture, au niveau même des piétons, qui essayaient donc de rappeler à l'ordre chaque citoyen à ses responsabilités en le faisant. Mais je crois que le port de cache-nez est finalement rentré dans nos habitudes. Hein. Oui, c'est rentré même dans si les gens ne le portent pas, ils l'ont quand même. Oui, à Lomé, c'est fait puisque à chaque point, actuellement, à part la force anti-pandémie, je pense que c'est toutes les forces de l'ordre et de sécurité qui sont donc mises à contribution pour veiller au respect de cette mesure-là. Donc, c'est une mesure assez dissuasive qui permet donc à chacun de pouvoir donc porter ces masques-là. Mais lorsque vous y allez dans les maisons, comme je le dis, c'est là où le problème se pose. C'est vrai qu'on ne va pas également occulter cette question dans des cultes, mais au même moment, c'est que cette prise de conscience-là a été donc relâchée au sein même de la population. Ça n'a rien à voir avec d'autres indicateurs que nous avions connus par le passé, parlant donc des bars, des lieux de culte, etc. Donc c'est une conscience collective à relever pour permettre donc de pouvoir donc mettre hors d'état de nuire cette pandémie-là. Alors, éducation, ou bien Germain, vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Non, pas beaucoup, peut-être qu'en même temps, on ne peut pas tout limiter. Vous savez que par exemple les marchés sont ouverts, donc certains commerces aussi sont ouverts. S'il y avait moyen, c'est des lieux qui devaient être fermés, là où il y a une éventualité ou une possibilité que les gens s'entassent ou que se touchent ou se frottent.
Il faut exclure, il faut décourager autant qu'on peut donc ce genre de rassemblement, ce genre de promiscuité. Et là où l'État est obligé de laisser faire et il laisse, on a vu toute cette pression qu'il y a eu avant la réouverture partielle des églises. Et des lieux de Donc on a culte. vu aussi il y a la difficulté qu'il y a eu aussi à fermer les bars, hein, parce que c'est un pan de notre économie qui est très important. D'ailleurs, les consommateurs eux-mêmes n'étaient pas d'accord. Voilà, On parlait donc, des détenteurs. Vous voyez que c'est la mort dans l'âme que le gouvernement prend ces décisions-là. Et donc il faut que les populations comprennent que ce n'est même pas dans l'intérêt du gouvernement de fermer tous ces lieux parce que y a des activités qui baissent. Après, l'État ne gagne pas parce qu'il y a des impôts, il y a des taxes et tout ça que l'État perçoit sur toutes ces activités, ne peut plus les percevoir. Il y a des personnels aussi qui va au chômage et tout ça. Tout ça, c'est des difficultés, des charges donc, pour l'État. Donc, je pense qu'il faut le comprendre comme ça, encore une fois. Et on dit souvent la même chose, presque la même chose. Mais l'autre difficulté, c'est qu'il y a une catégorie de Togolais, heureusement, ils ne sont pas très nombreux, mais qui doutent encore, malheureusement, de l'existence de la maladie. Ils s'en Oui, bien foutent. sûr. Il n'y a pas une semaine. Je passais avec mon masque, quelqu'un se moquait de moi, mais toi, tu as encore des dents. Je lui dis, mais pourquoi? Il dit non, il n'y a plus de Cette Covid. maladie Il n'y a plus de n'existe pas. Covid, il n'y a plus rien. Et je me suis rendu Il y a des compte. gens qui disent qu'il n'y a jamais eu de Covid. Oui, donc ces genres de comportements, c'est des comportements qu'il faut surveiller de près. Parce qu'effectivement, les gens sont convaincus qu'il n'en est rien. Et puisqu'ils n'ont rien, donc ils arrivent à convaincre les autres aussi finalement. Parce qu'ils vont dire, j'ai abandonné le masque depuis plusieurs jours déjà, je n'ai rien. Donc, je pense qu'on doit peut-être aussi revenir à ce niveau-là, sensibiliser. Et dans les quartiers, la mobilisation n'est plus qu'elle était en ce qui concerne les leaders communautaires, les responsables des CDQ, les chefs de quartier, les chefs de Il faut dire qu'au début, il y avait Voilà, des je pense véhicules que qui les circulaient, des gens qui étaient avec des en mégaphones. et temps, autres. ils ont accompagné un peu l'État. Mais aujourd'hui, il n'en a plus rien. Et vous allez voir, au-delà même du port de masque, le dispositif de lavage des mains, il n'existe plus. Les gens qui lavaient même devant leur boutique, bureau et tout ça, ne le sortent même plus. Il n'est même plus dehors. Et quand il est dehors, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de savon. Et même quand il y a l'eau et le savon, personne ne vous oblige à vous laver les mains avant d'entrer, même devant les pharmacies, où c'était un peu plus rigoureux. Donc je pense que c'est des détails qui sont assez importants et sur lesquels il faut revenir. Et en assemblée laissée, la sensibilisation au gouvernement et aux personnes ressources qui circulent de médias en médias pour parler. Et sur le terrain, je crois que la société civile ne joue plus pleinement ce rôle-là qu'il avait joué au début de cette pandémie. Peut-être faute de moyens, qui sait. Oui, non, je crois que c'est la peur qui est partie un peu, parce que là, comme je le disais, la peur qu'on avait au départ du Covid, il y a 10 mois, on n'a même plus le 10e de cette peur aujourd'hui. On dirait qu'il y avait des comportements pas possibles en ce moment. Il y avait une course vers la Nivaquine, tout le monde avait son gel partout où il s'en va, on avait des masques possibles et impossibles. Et de bonne volonté distribuer même des masques aujourd'hui, il n'en est rien. C'est vrai que les masques sont beaucoup plus disponibles qu'avant, ils coûtent moins cher. Mais je crois que ces réflexes-là, on commence par les perdre un peu. On commence par se dire que ce n'est pas aussi dangereux qu'on le présente. Et l'autre aspect aussi, c'est qu'on ne connaît pas beaucoup de personnes qui sont atteintes ou qui sont décédées. C'est ça qui fait que, en tentant, on avait souhaité que certaines personnes qui ont été atteintes témoignent. Il y a eu de grandes personnalités comme le ministre Tchadéji, comme le ministre Freitas, des confrères comme le DG de Nana FM, qui avaient témoigné. Et c'était des témoignages poignants. Bon, après, on n'en connaît plus. Aujourd'hui, ça reste un peu des chiffres
que la coordination donne et qui ne crée plus les mêmes sentiments de peur, de panique, qui poussent l'homme à se protéger. Donc je pense que la coordination doit revoir un peu la sensibilisation et associer à nouveau ces leaders-là, cette société civile-là qui est restée un peu plus silencieuse ces dernières semaines. Eh bien, éducation à présent. Dans cette émission, le syndicat des enseignants du Togo 7 demande à ses membres d'observer 72 heures de grève pour exprimer leur souhait de voir leurs camarades libres de leurs mouvements et actions. À ce mot d'ordre de grève, les ministres en charge de l'enseignement et de la fonction publique renvoient le syndicat aux tests qui régissent la loi dans notre pays, la loi en vigueur dans notre pays. Adam, il s'agit d'une menace là. Quand vous écoutez un peu le ministre de la fonction publique et quand vous parcourez le courrier du ministre de l'enseignement, ce sont des menaces, vous savez, par hasard. Parler de menaces, c'est un peu trop dit. D'abord, il faut rappeler que ce mot d'ordre a été levé depuis hier, suite donc à la libération du récent du syndicat. Je pense qu'il doit être un seul qui doit actuellement rester. Mais ceux qui sont libérés sont mis des motifs, à la disposition de la justice. Oui, et naturellement, vous savez, au Togo, c'est vrai que lorsqu'on aborde le sujet concernant donc les syndicats, on a toujours tendance à pouvoir donc faire croire aux gens que voilà, c'est un secteur qui est donc dépourvu de poursuites. Or, c'est un secteur aujourd'hui, après le recadrage en réalité du protocole qui autorise en réalité donc les manifestations dans le pays. Je pense que en ces termes sont bien connus dans des organisateurs qui sont tenus responsables sur les appels donc à manifestation donc qu'ils font. Donc sur cet aspect, je pense qu'il faut donc évoquer en réalité les tests qui régissent donc toute organisation de manifestation dans le pays. Et lorsque vous parcourez ces tests-là, vous constatez que réellement donc les délais, que sont au niveau même des délais de préavis, et même d'abord il y a même des doutes énormes qui pèsent réellement sur l'existence juridique même de ce set-là. Justement, on va parler tout à l'heure. Et moi, j'estime qu'en réalité, la question fondamentale que l'on doit se poser en réalité, il faut forcément qu'on ait donc des ministres donc, à la carrure du professeur Kukuruku pour réellement faire comprendre donc, à un certain nombre de Togolais que nous ne sommes pas donc, dans un pays de non-droit. Tout doit partir réellement dans des tests qui régissent d'abord leur profession et donc des tests qui régissent également les manifestations. Vous savez, les syndicats qui portaient en réalité par le passé ces revendications des enseignants aussi sont nées comme ça, puisque au début de ces manifestations, je pense c'était autour des années 2014, 2015, 2016, c'était dans les centrales syndicales qui portaient en réalité dans ces manifestations. Donc vous allez constater que les mêmes motifs pour lesquels ces syndicats-là sont nés sont les mêmes motifs qui permettent aujourd'hui de recréer donc le set. Or cela fragilise en réalité l'approche mise en place par le gouvernement pour résoudre la question enseignante au Togo et par ricochet d'ailleurs même pour d'autres secteurs. Et lorsque les gens, pour des motifs individuels qui ne cadrent en rien avec le général, puis donc se lever, puis créer donc des syndicats au motif que... Par rapport à cet aspect, nous allons revenir surtout par rapport à votre une. Oui, naturellement. Donc, je me dis aujourd'hui, ce n'est pas une question de menace, mais c'est réellement donc les tests, parce que nous sommes dans un pays de droit et naturellement, lorsque vous projetez faire donc des grèves, il faut donc faire ces grèves-là en référence avec les tests qui régissent donc les manifestations dans le pays. Donc le sens contraire vous expose naturellement donc à des poursuites. C'est ce qui a conduit donc à ces arrestations de ces responsables du set qui sont tenus responsables pour des perturbations de l'ordre instaurées, surtout dans un moment où le gouvernement veut véritablement la sérénité dans le secteur éducatif. Donc je pense que voilà ce que l'on peut quand même relever sur cette circulaire qui a été donc mise par le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire. Et voilà, Germain, nous sommes dans un pays de droit, comme l'a dit Adam, mais quand on analyse un peu les propos du ministre Bawara, on dirait que le cadre juridique de ce syndicat-là pose même problème, parce qu'il dit qu'ils sont soit syndicats, soit associations, et leur représentation sur le plan national également pose problème. Oui, non, je crois que moi, j'aime plus beaucoup parler des enseignants.
Vous aimez plutôt parler des enseignants volontaires et de ceux qui Voilà, sont dans le parfois, privé. ceux qui ne gagnent pas bien leur vie. Donc aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que c'est la catégorie professionnelle la mieux payée au niveau de l'État, au niveau Ce sont les enseignants. fonctionnaires. Donc de l'État, les enseignants sont les mieux payés. Ils le méritent parce que l'éducation a une importance dans la vie de la nation. Ils le méritent même mieux que les agents de la santé qui donnent la vie et qui permettent à l'homme d'être en bonne santé. La preuve, ils sont mieux payés que les agents de la santé. Mais je pense qu'à force de tirer trop sur la corde, et ça va un peu se retourner contre eux. Vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sympathie envers les enseignants. Les gens ne les soutiennent pas, comme par le passé, nous étions de ceux-là qui criaient sur le toit que c'était des revendications légitimes, qu'ils étaient dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, quand vous prenez un journaliste, par exemple, parlons aussi un peu de nous, et un enseignant. Parce qu'il n'y a personne pour parler de nous. Il n'y a pas de comparaison. Ça dit que l'enseignant a au moins 4 ou 5 Mais fois. il n'y a même pas match. 4 ou 5 fois le salaire d'un journaliste. 100%. Voilà, donc je pense que maintenant, c'est des gens qui vous tiennent un discours, qui travaillent dans de mauvaises conditions, tout ça. Bon. Et il y a quand même quelque chose d'important qu'il faut relever, c'est que les enseignants qui sont organisés ont réussi à avoir un cadre de concertation avec le gouvernement. Et ce cadre-là connaît de tous les problèmes liés donc au secteur éducatif. Et vous verrez qu'à la veille de chaque rentrée, il y a de nouveaux syndicats qui se créent, soit pour intégrer ce cadre-là, qui est déjà défini, soit pour porter d'autres revendications. Et ils ne veulent pas verser ces revendications dans le cadre, soit à des mimos, c'est pour dire que ceux qui sont dans le cadre, les ont trahis et que ne veulent pas garder une ligne radicale des revendications, alors que quand vous êtes syndicaliste et responsable et que l'employeur en face vous donne l'occasion de discuter régulièrement avec lui, de voir à chaque étape ce qui peut être fait, ce qui peut être en attente et ce qu'il fait, c'est plutôt une bonne chose, ça vous rend responsable et c'est ce qui se passe dans ce cadre-là. Est-ce qu'on peut être radical en allant à une discussion? Non, je Vous pense allez à une table que de c'est quelque chose qui discussion, a vous êtes marché radical. par le passé, qui a fait que les enseignants ont les salaires qu'ils ont aujourd'hui, mais en même temps ça crée des frustrations au sein de l'administration, parce que quand vous voyez pour les mêmes diplômes, certains enseignants gagnent presque le double de ce que gagnent les autres dans la même fonction. Et donc l'État même, qui a contribué à améliorer les conditions des enseignants aussi, se doit s'arrêter pour penser aussi aux autres. Donc nous sommes là, peut-être que le gouvernement ne le dit pas assez clairement comme ça, mais on ne saurait indéfiniment satisfaire les enseignants parce qu'ils font des grèves au détriment des autres fonctionnaires de l'État, au détriment des autres acteurs comme nous, les journalistes, qui réclamons juste une petite augmentation de l'aide que l'État accorde à la presse. Ce n'est pas eu un cadeau, mais en même temps, tout comme les enseignants, nous contribuons à informer, à former, à sensibiliser. On parle de Covid, on en a parlé. C'est avec la contribution des médias que les messages passent. Oui, tous les messages, voilà. les personnes ressources du ministère autres passent par les médias. Nous aussi, nous méritons que l'État s'occupe un peu de nous. Et donc moi, j'évite vraiment de parler des enseignants parce que si ce n'est qu'un avis personnel, je pense qu'ils gagnent suffisamment aujourd'hui. Et les autres aussi, Togolais, méritent de gagner un peu comme eux. Pas exactement comme eux, mais un peu, puisqu'on estime qu'ils sont, on estime qu'ils sont la priorité de ceux qui gagnent. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais je crois aussi que le fait de créer à chaque rentrée de nouveaux syndicats, et c'est des dissidents des anciens syndicats qui sont en discussion, S'ils avaient obtenu quelque chose dans l'autre syndicat, ils créent un autre. Oui, parce qu'ils ne veulent pas que le dialogue avance et la concertation avance. Or, on ne peut pas toujours être dans un bras de fer. Et dans ce bras de fer, c'est vrai, on a eu
à déplorer des morts d'enfants, d'élèves et tout ça. Et c'est Tuti, sur ces Sinaleng sacrifices-là de et ces Ansel. élèves-là que beaucoup d'enseignants ont vu leur salaire augmenter au niveau qu'ils sont aujourd'hui. On ne veut plus vivre cela. Mais je pense que le bras de fer avec le gouvernement, ce n'est pas dans l'intérêt des enseignants qui croient qu'ils ont un moyen de pression. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, la priorité, c'est la pandémie, c'est la relance de l'économie, parce que plusieurs autres secteurs aujourd'hui sont très atteints par ce qui se passe. Et on parlait des bars qui ont fermé, ces gens-là sont même plus nombreux que les enseignants. Les serveuses, Oui, dans un bar par gérants. exemple, on peut trouver Ils 10 sont à plus 20 nombreux. serveuses. Vous avez au moins 30 000 bars, au moins 30 à 50 000. Dans chaque bar, si vous avez au moins 2 personnes, je ne parle même pas de 3 personnes, minimum 2. Vous êtes à 70 000, 80 000, ça dépasse déjà le nombre des enseignants. Donc tout ce secteur-là aujourd'hui en difficulté et attend de la part de l'État une aide qui ne vient pas. Je pense, à mon avis, qu'on augmente les salaires à ces enseignants, on pourrait penser quand même à ces propriétaires de bars là, tous ces personnels-là, qui depuis des mois, les discothèques, on n'en parle pas, les artistes qui n'ont plus de scène, Ça fait 10 mois qu'ils Donc, n'ont plus de spectacle. Oui, donc je pense que tous ces autres secteurs-là devraient, à mon avis, si on devrait, si l'État devrait définir les priorités, c'est quand même mettre un peu d'argent pour soutenir ces secteurs-là que d'augmenter le salaire de certains, qu'aujourd'hui il y a unanimité autour de ces salaires-là pour dire qu'ils sont les plus gros salaires donc, de l'administration dans notre pays. Eh bien, par rapport au syndicat des enseignants du travail, je rappelle que Vision d'Afrique est dans les kiosques depuis ce matin à 250 francs toujours, le prix n'a pas changé. Vision d'Afrique de ce jour a parlé des enseignants togolais, la diabolisation et la personnalisation du débat comme arme de combat. Si la régie permet, voilà la une de Vision d'Afrique parue aujourd'hui au prix de 250 francs. Adam? Oui, vous savez, la question... Rejoignez un peu, Germain, avec le titre à votre une. Bien évidemment, parce que, à part ce qu'a évoqué Germain tout à l'heure, nous avions essayé un peu de parcourir un peu ce qui nous a été envoyé par un certain nombre d'enseignants au sein même de leur groupe. Vous allez constater que dans leurs prévisions, et prédictions, et dans les jours à venir, il y en a qui évoquent également le retour donc, dans les rues des enfants. Ils évoquent encore le fait qu'il peut éventuellement avoir encore des enfants qui iront donc déloger les autres enfants des établissements privés, etc. Donc vous convenez avec moi que ce sont des gens qui veulent réellement aujourd'hui être dans une approche outre que ce qu'on connaît réglementaire pour permettre donc au gouvernement de toujours porter les revendications que les enseignants dans leur globalité, puisque les autres structures ou les autres organisations de ces enseignants-là sont mieux structurées. On connaît réellement donc la feuille de route de leurs revendications, etc. Mais actuellement, il y en a qui estiment que la question enseignante est assez sensible et que même que ce soit le Saint-Esprit ou le diable ne saurait donc résoudre. Et ils sont donc dans cette dynamique-là en faisant donc toujours des dissidences. Mais entre-temps, le diable n'a jamais résolu le problème. Non, de toutes les façons, cela dépend. Ceux qui sont croyants diront que voilà, c'est le Saint-Esprit. Les non-croyants diront que... C'est pas le diable, ce sont les ancêtres. Bon, de toutes les façons, c'est ça. Donc, pour moi, j'estime que lorsque les gens entrent en dissidence, et entre-temps, ces syndicats apportaient donc des revendications qu'ils partageaient et ont estimé à nous qu'il faudrait donc corser encore la mise, faire ressusciter encore d'autres revendications. Donc vous convenez avec moi que ce sont des gens qui veulent réellement que le secteur des enseignements soit un secteur qui ne trouvera jamais de solution au Togo. Sans quoi, je pense que j'aimais la évoquer tantôt, parce que toute la population sait désormais que les plus gros salaires sont donc les enseignants qui les perçoivent. Au même moment, tous les autres secteurs, que ce soit les secteurs non étatiques, on prend peut-être le cas des enseignants volontaires, le cas même des enseignants confessionnels, le cas d'autres enseignants même qui aujourd'hui, ne serait-ce que lorsque vous prenez même des avantages minimums, ils vivent une vie véritablement misérable.
Et au même moment, ces gens-là continuent d'en parler de surenchère en surenchère. Et ce qu'ils n'ont pas compris réellement, c'est que la population ne souscrit plus réellement donc à leurs revendications ni à leurs démarches. Ça, c'est unanimement pas partagé. Si vous avez un de vos parents qui est enseignant volontaire, par exemple, non. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui gagne une somme et puis aussi élevée et dit que ça ne va pas. Or, la question est beaucoup plus profonde. Lorsque vous allez, il y a des établissements qui n'ont jamais, des établissements officiels qui n'ont jamais connu de titulaire dans plusieurs matières. Il n'y a que ces enseignants volontaires-là qui dispensent ces cours-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ces gens-là entraînent naturellement des fois donc ces enseignants-là dans leur mot d'ordre de grève. Or, ces volontaires-là ne s'y retrouvent pas réellement dans ces revendications-là. Donc, vous voyez, c'est une question, moi je pense que pour finir, lorsqu'ils vont continuer toujours pas à tirer sur la corde, je pense que c'est la population qui va être obligée d'être contre ces enseignants-là. Et je pense qu'on arrivera à une situation, ce qu'on ne souhaiterait pas. Puisque, vous savez, aujourd'hui, lorsque nous parlons du fait qu'il y a eu une essentialisation du débat autour même des deux ministres, notamment le ministre de l'enseignement primaire et le ministre donc, de la fonction publique, vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, au sein de la population, personne ne partage entièrement ces revendications de ces enseignants-là. Et on risque d'arriver donc à une case où c'est la population même qui sera obligée de revenir donc à la charge et de pouvoir être contre dans ces enseignants. Parce qu'au même moment, vous prenez des gens qui ont le même grade dans la fonction publique et au même moment, vous voyez des enseignants qui gagnent pratiquement le double de ces enseignants. Moi, j'avais craint un temps, lorsque la vérité des salaires était publiée, compte tenu qu'on pouvait peut-être craindre au niveau de l'université, des enseignants du supérieur. On pouvait craindre naturellement dans des mouvements d'humeur au sein même de la fonction publique. Ce que j'estimais pouvait être même raisonnable, mais heureusement, on a constaté que véritablement, ces enseignants-là le méritaient. Mais on ne peut pas toujours continuer par aller de surenchère en surenchère, parce qu'au même moment que l'État continue donc pas scruter les voies et moyens pour amener donc les autres fonctionnaires d'État pour être un peu plus proches de ces enseignants-là en termes de gains ou en termes de salaire, on constate qu'ils ressuscitent encore d'autres revendications et ça fait mal. Eh bien, ça fait mal. Je rappelle que l'article est à retrouver dans Vision d'Afrique paru ce jour qui a pris de 250 points. On peut retrouver cet article-là également sur le site. Oui, pour le moment, c'est que nous avons une posté stratégie. sur le site. Oui, ça va venir, mais pour le moment, nous le vendre dans le journal d'avant. Alors, Togo Réveil est dans les kiosques depuis vendredi. Depuis vendredi, vous pouvez retrouver votre journal au prix de 250 francs toujours. Mais je crois que le sujet que nous allons aborder actuellement est déjà sur le site de Togo Réveil. Nous allons parler politique, la dynamique Monseigneur Podjro. Dans ses œuvres, Podjro demande à Monseigneur Bariga et aux évêques du Togo d'apporter la preuve de la victoire d'Agbeomé. Germain, les preuves de la victoire d'Agbeomé sont au niveau des évêques. C'est ça qui est surprenant dans la démarche de Monseigneur Podjro. D'abord, cet aspect, on n'a pas voulu l'aborder. Il prétend que Monseigneur Bariga lui avait fait envoyer une lettre dans laquelle on lui confiait la médiation donc entre le président sortant et le candidat de Monseigneur Podjro, en disant qu'il était le vrai vainqueur et qu'il devait occuper la primature avec des avantages financiers, tout ça. Ce qui est faux, puisque finalement, c'est pas Bariga seul, il y a eu plusieurs personnes que la dynamique a cité dans cette affaire. Il y a eu des démentis qui ont été envoyés et il y a même eu Agbeomé personnellement, il a présenté ses excuses à certaines personnalités comme Maître Martial Akako pour avoir menti dans leur compte quand ils ont été médiateurs d'une certaine crise post-électorale qui n'existe finalement que dans la tête ou dans l'imaginaire collectif. Voilà, de la DMK. Et donc, l'aspect qui nous a intéressé dans ce courrier, c'est le fait que l'archevêque émérite, Monseigneur Podjro, demande à son fils, Monseigneur Bariga, archevêque métropolitain de Lomé, de dire la vérité sur la vérité des urnes. Et il demande aux évêques qui avaient fait une sortie au lendemain des résultats aussi de venir dire aussi sur quelle base ils avaient émis des doutes
sur le processus et donc d'apporter les preuves de la victoire d'Aguillaume. Et qu'il trouvait surprenant, et c'est ce qui nous surprend, qu'il ne comprend pas pourquoi on demande à Aguillaume d'amener les preuves de sa victoire. Donc, pour lui, c'est l'Église qui doit apporter les preuves de la victoire. Alors, on se demandait, c'est vrai qu'il est assez vieux, mais il tient un raisonnement cohérent. Mais sur ce coup-là, on dit, bravo, il faut vraiment applaudir cette dynamique-là qui est dans ses œuvres, c'est-à-dire qu'il n'est responsable de rien. D'abord, on tente de dire que Jean-Pierre Fabre et l'ANC détiennent les preuves de leur victoire. Après, qu'ils avaient les résultats, on les a poussés jusqu'à ce qu'ils disent qu'ils n'ont pas de résultats. Mais vous qui vous dites que vous avez gagné, donnez vos résultats. Sur quelle base vous dites que vous avez gagné? Non. Finalement, c'est les autres, c'est tout le monde, sauf la DMK, qui doit apporter la preuve de la victoire de la DMK. C'est assez extraordinaire pour cette dynamique-là qui demande aux autres finalement d'apporter la preuve de la victoire, qui elle n'apporte aucune preuve pour contester la victoire du président Faure, pour attester sa victoire, mais demande aux autres donc, de confirmer. C'est cet aspect que nous avons relevé. Maintenant, il y a plein de choses dans cette missive-là qu'on attribue à Monseigneur Pojoro, mais certains doutent un peu. Mais il y a quand même eu cette sortie assez importante de la famille de Monseigneur Dossé-Agnois, qui a réagi parce que, vous savez, ici c'est Monseigneur Pojoro lui-même qui a écrit cette lettre. La façon dont il s'est attaqué à Monseigneur Barriga, il porte un coup dur à l'Église catholique tout entière, parce que c'est le chef de l'Église catholique aujourd'hui. Et il va plus loin en s'attaquant à un autre chef de l'Église catholique, le très respectable Monseigneur Dossé-Agnois. Et il accuse même d'avoir amené l'Église en arrière et qui lui, quand il lui a succédé, il a dû se battre. Donc je ne sais pas jusqu'où cette DMK est prête pour aller, parce que... Est-ce que Monseigneur Pojoro parle au nom de la DMK ou bien il parle maintenant en son nom? Parce que là, les responsables de la DMK sont là, c'est Monseigneur Pojoro. Je crois qu'il est content d'être le parrain du candidat Guillaume Pojoro. Donc il dit le candidat de la dynamique qui porte son nom. Donc il est déjà assez fier de ça. Et maintenant, il parle, puisqu'il revient pour dire que l'Église connaît les résultats, que l'Église n'a qu'à donner, donc les preuves de la victoire. Alors que la conférence des évêques du Togo n'avait même pas eu l'autorisation. Voilà, et donc, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il dit qu'on ne devrait pas demander à Guillaume d'apporter les preuves de sa victoire, mais que les autres devraient plutôt apporter les preuves de la victoire d'Aguillaume Kodjo. Et là, je ne sais pas ce qui se passe avec cette sortie de la famille Dossé-Agnois. On espère que le vieux va se taire un peu, parce que finalement il fait du mal à tout le monde pour une élection qui est derrière tous les Togolais aujourd'hui. Il n'y a que à la DMK qui pense encore à cette élection-là. Et donc je crois que même en le faisant, ils n'ont pas besoin de blesser de grandes autorités, des hommes respectables comme Barriga, qui, il faut le dire, a réussi. Là où Pojoro a échoué. Monseigneur Barriga a réussi. Là où Pojoro a échoué. À la CVJR. Aujourd'hui, c'est une image qui est respectée dans l'opinion, que vous soyez chrétien ou pas, que vous soyez catholique ou pas. Et cette sortie-là qui tend donc à jeter de l'opprobre sur l'archevêque de Lomé, à mon avis, est une malheureuse initiative que la DMK devrait rétracter aussi rapidement possible. Eh bien, Adam, finalement, la politique devient un jeu pour certains. Hein. On se lève aujourd'hui, on accuse telle personne, demain on accuse telle autre personne. Et on continue comme ça pour une élection qui fait partie désormais du passé. Le Premier ministre l'a dit à sa prise de fonction. Oui, vous savez, moi c'est vrai que c'est un débat ou une attitude qu'il fallait mettre un peu au bénéfice, disons, d'un trait d'humour. Mais au-delà de ça, moi je pense que
comme j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est vrai que nous sommes dans un environnement où on a plus mis l'accent sur des questions de développement, la question politique est un peu reléguée au second plan, ce qui est une évidence et est une bonne chose d'ailleurs même. Pour la simple et bonne raison que nous traversons des moments assez difficiles, il n'y a pas que le Togo, d'autres pays également vivent les mêmes situations. Et la question de compétition pour les pays pour s'en sortir mieux, prévale mieux que la question politique. Mais au-delà, après tout, moi je pense que presque un an après la proclamation de ces résultats-là, il faudrait réellement qu'on cesse au karma que la fermeté du gouvernement puisse se faire donc entendre pour éviter donc ces genres de discours qui désolent, qui mettent en mal un peu la cohésion nationale, mais également affectent naturellement donc l'image du pays à l'international. Parce que moi je pense qu'il y a eu des alternatives de recours, ces recours ont été examinés, ont permis réellement donc de dégager le vainqueur. On ne peut pas après un an, c'est vrai qu'on dira que dans d'autres pays ça a existé, et qu'il y a aussi des médias qui ont aussi accompagné cela, mais à un moment donné, il faudrait quand même qu'on apprenne à faire confiance à des institutions que nous avons sur le pays. C'est ce qui reste, surtout pour nos opposants, parce que lorsque les gens savent qu'ils ont tout perdu, la crédibilité, la mobilisation n'est plus tellement au rendez-vous, donc on s'adonne à ces genres de discours. Et la particularité au Togo, c'est vrai qu'on s'est vu remarquer par un archevêque très respecté et respectable par le passé, et qui a à un moment donné attiré donc l'attention d'un certain nombre de populations qui ont adhéré naturellement donc à ce DMK-là qui a permis à Guillaume Kodjo de pouvoir donc venir en avant de ce score qu'il a eu. Mais à un moment donné, il faut que cela s'arrête, qu'on puisse réellement penser développement et la question politique digne de ce nom. C'est peut-être l'occasion de penser à 2025, parce que 2025, nous sommes déjà en 2021. Hier, on parlait de 2020. Bon, vous savez, cette erreur-là, c'est une erreur qui est naturellement partagée par la plupart de nos oppositions, surtout au Togo. Et je pense que c'est à la veille des scrutins électoraux qu'on agite un peu le débat politique. Et ça, c'est une mauvaise forme de pouvoir donc arriver à faire adhérer la majorité de la population à leur cause. Et c'est ce qui continue. Et on va toujours continuer. Et on l'a vu avec d'autres formations. L'ANC a fait la même chose. Il s'est rendu compte que cela n'a pas fait réellement donc recette. Au lieu donc de tirer le son de ces échecs-là, on continue pas à être sur la même lancée. Donc on se pose la question de savoir est-ce qu'il n'est pas temps de reformer la classe politique de l'opposition togolaise pour faire émerger d'autres personnalités qui portent réellement donc la question de l'opposition. Parce que quelque part, quelles que soient les gouvernances que nous avions opté pour la démocratie naturellement. Devant donc cette démocratie, il faudrait qu'on ait donc une opposition qui s'exprime réellement très active. Et malheureusement, au Togo, on tend donc à avoir une opposition qui s'efface de jour au jour et ça, c'est désolant. C'est désolant. Adam, votre mot de fin rapide. Non, c'est toujours rappeler donc la population à renouer donc avec ces mesures barrières-là parce que le virus circule toujours activement et on n'est pas loin de ce second variant qui est annoncé comme étant plus contagieuse et plus meurtrière. Donc cela appelle quand même la vigilance de tout un chacun à observer, à retourner donc à ces mesures barrières. Eh bien, Germain, votre mot de fin. Le même message par rapport à la Covid. Et puis un coucou à nos éperviers à la Chane. Ah, c'est aujourd'hui à 19h. Qui font du bon boulot et on espère qu'aujourd'hui ils vont nous apporter la qualification pour la prochaine étape. Et nos vœux de réussite donc aux éperviers locaux. Merci à vous, Germain, d'avoir fait le déplacement. Adam, merci à vous également d'avoir fait le déplacement. Chers téléspectateurs, c'est donc la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi.